Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices du Loyola Café. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir ici au studio deux invités, de marque j'ai envie de dire, parce qu'il s'agit de Grégoire Cata et de Véronique Albanel. L'un comme l'autre, j'ai déjà reçu l'un ou l'autre, l'un et l'autre, pour différents podcasts, en particulier Véronique, avec qui nous avons très souvent discuté de Hannah Arendt ou de toutes les questions relatives aux théories politiques, aux débats politiques. Et Grégoire aussi, avec qui j'ai déjà eu l'occasion d'échanger sur la doctrine sociale de l'Église. Et c'est aussi la première fois pour moi d'avoir deux invités. Voilà, cela s'est déjà produit à plusieurs reprises dans les podcasts d'Isabelle, mais pour moi c'est une première. Donc je suis heureux de les accueillir. D'abord, bonjour à tous les deux. Bonjour Grégoire. Bonjour. Bonjour Bonjour. Véronique. Merci d'avoir accepté cette invitation. Si je vous ai invités tous les deux ici, c'est en préparation de la prochaine journée d'études qui aura lieu le 7 mai prochain, une journée d'études sur le catholicisme et le politique. Le titre exact, c'est Catholicisme et politique 100 ans après la condamnation de l'Action française. Une journée d'études, vous en ferez partie, bien évidemment, mais pas que. Il y aura pas mal d'invités et nous aurons l'occasion de revenir un peu plus en détail sur cette journée d'études. Mais la première question que j'ai envie de me poser, que je vous pose à vous deux, celle d'entre vous qui voudra, qui se sentira la force de répondre, pourra répondre en premier, hein. Mais d'abord, qu'était-ce exactement l'Action française? Pourquoi occupait-elle une place si importante dans le paysage politique et intellectuel de l'époque? L'Action française, donc, c'est un mouvement politique en France qui est apparu juste au tournant du 19e siècle et du 20e siècle et qui a pris pas mal d'importance dans le paysage français, notamment parce que quelques années après sa fondation, il a été rejoint par Charles Maurras qui, avec toute sa réflexion et sa capacité d'écriture et de réflexion, a donné vraiment une charpente à ce mouvement politique. Un mouvement politique qui est, mais aussi une école en fait, politique, qui est marquée par le royalisme et puis ce qu'on a appelé le nationalisme intégral, la doctrine de Maurras. Donc, on va dire un mouvement qui est très situé politiquement et qui est important pour les catholiques et pour l'Église, tout simplement parce que si Maurras n'était pas catholique, il se disait agnostique ou athée, mais beaucoup de catholiques, et il y avait tout un tas de membres de l'Action française qui n'étaient pas du tout dans l'Église, mais un certain nombre de catholiques ont été tentés et ont rejoint l'Action française, notamment parce que sur certains combats politiques, l'Action française se situait plutôt à défendre l'Église dans ce climat très tendu entre l'Église et l'État français au moment de la séparation de l'Église et de l'État et d'un certain nombre de lois. Donc, sur certaines lois, le combat de l'Action française semblait rejoindre le combat de l'Église. Et pour cette raison, beaucoup de catholiques ont rejoint, et à tel point qu'il a fallu à un moment se pencher sur le fait qu'au-delà d'une prise de parti pour un régime politique, ce qui est tout à fait possible, et l'Église à ce moment-là répétait bien qu'elle n'était en faveur ni d'un régime politique particulier comme la monarchie, ni d'un autre régime politique particulier qui serait la République, mais que dans chaque régime politique, les chrétiens devaient rechercher le bien commun et combattre pour des lois justes. Donc c'était pas le problème n'était pas tant l'option, on va dire, monarchiste ou royaliste de l'Action française, mais derrière ça, il y avait un certain nombre de doctrines, de manières de penser, de vision de l'être humain, de vision du politique, du sens du politique, qui ont posé problème. Et c'est pour ça qu'en 1926, Pie XI a clairement
condamner l'Action française, c'est passé par le fait de publier un décret de mise à l'index des écrits, de certains écrits de Charles Maurras, et aussi une mise à l'index de la revue de l'Action française, et donc qui faisait que si les catholiques qui lisaient l'Action française ou qui étaient abonnés à l'Action française se retrouvaient sanctionnés et mis à part de l'Église, n'ayant plus accès à certains sacrements. Mais mise à l'index, disons, pour les personnes comme moi qui n'ont pas bien appris leur leçon, Oui, pouvez-vous nous rappeler en fait c'est ce qu'est de rappeler l'index? qu'à cette époque, on a encore dans la congrégation du Saint-Office une structure qui est l'index et qui dit qu'un certain nombre d'ouvrages ne sont pas compatibles avec la doctrine chrétienne et donc les catholiques ne doivent pas les lire. Voilà. Et ça existe depuis longtemps. Évidemment, ça a disparu maintenant depuis le Concile Vatican II. Mais donc, une manière de condamner une certaine pensée ou certaines idées, c'est de dire tels écrits sont mis à l'index. Et Véronique, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste un point, effectivement peut-être rappelé dans le contexte de l'Action française, de son émergence et de la position de Charles Maurras en particulier, l'affaire Dreyfus. Je crois vraiment qu'on ne peut pas trop comprendre les positions antisémites, clairement antisémites, de ce mouvement, sans rappeler ce qui s'est passé avec l'affaire Dreyfus. Et le fait notamment que Charles Maurras a voulu rendre hommage au capitaine Henry alors qu'il avait établi un faux. Donc il a eu quelque part une position systématiquement, il ne se souciait ni de la question de la conscience morale, ni de la question de savoir où était la justice et la vérité. Pour lui, ce qui importait, c'était de défendre l'armée française et le christianisme. Alors, vous avez parlé de 1926 et de la mise à l'index, et je me pose cette question justement, pourquoi en fait ce mouvement, l'Action française, a été condamné en 1926 et un peu plus de 10 ans plus tard, en 1939, elle est plus ou moins réhabilitée. Peut-être pas réhabilitée, c'est peut-être pas le terme qui convient, mais la condamnation est levée. C'est peut-être une idée reçue que j'ai, et pas mal de personnes aussi. On a l'impression que l'Église à cette époque est un peu plus dure ou stricte qu'aujourd'hui. Alors, être passé d'une condamnation à une levée de condamnation aussi rapidement, c'est quand même un peu rare dans l'histoire de l'Église, surtout pour un mouvement comme celui-ci. Donc, euh, qu'est-ce qui a pu, en fait, permettre cette levée de condamnation aussi rapidement? Ouais. Sans doute, alors après, c'est le travail aussi des historiens d'expliquer cela, mais en étudiant les motifs et les décrets qui ont été publiés, il faut être assez précis et finalement, c'est pas qu'il y a eu une condamnation, une levée de la condamnation. Il y a eu en 1926 le fait de dire la doctrine de Charles Maurras et un certain nombre d'éléments de doctrine de l'Action française posent problème et ne sont pas conformes à la doctrine catholique. Et du coup, il faut préserver, il faut bien le dire, expliquer aux catholiques pourquoi c'est pas compatible. Et donc, et aussi le fait de dire il est possible d'avoir des opinions politiques d'un certain type, mais attention, il y a une doctrine qui est problématique. Donc, on met un certain nombre d'idées et d'écrits à l'index. Et ce qu'on fait en 1939, ce qu'a fait Pie XII en 1939, le fait d'avoir mis à l'index avait des implications disciplinaires pour les gens qui continuaient à vouloir s'abonner à la revue de l'Action française ou qui manifestaient publiquement leur adhésion. Et ce qu'a fait Pie XII après un certain nombre d'années, c'est que devant une réponse qui finalement est arrivée des dirigeants de l'Action française disant « mais d'accord, nous reconnaissons que nous avons fait des erreurs et que dans notre doctrine, nous acceptons que le pape ait dit que telle et telle chose n'était pas compatible avec la doctrine catholique. » À partir du moment où les éditeurs se sont soumis, le pape a jugé suffisant pour que, du coup, l'interdiction de lire le journal de l'Action française soit levée. Mais en faisant ça, rien n'était dit sur ce qui avait été écrit avant, ou en tout cas, le fait de dire qu'il y avait des erreurs dans la doctrine de l'Action française, ça n'a pas du tout été enlevé. Tout ce qui est, d'une certaine manière, même ce qui est dit dans le décret de levée de la mise à l'index, c'est que
les nouveaux journaux qui seront publiés de l'Action française ne seront plus à l'index, mais ce qui a été mis à l'index avant reste à l'index. Donc vous voyez qu'en fait, la condamnation continue, quoi, d'une certaine manière, mais simplement, c'est pas vis-à-vis du mouvement de l'Action française et puis de la revue de l'Action française. Les œuvres de Charles Maurras sont restées aussi à l'index, mais simplement, les nouvelles éditions, les nouveaux numéros de la revue de l'Action française n'étaient plus à l'index. Voilà. Ils étaient plus compatibles. Donc du coup, pour nous qui réfléchissons aujourd'hui, essayons de voir les motifs de cette condamnation, la compréhension de ce que ça dit sur le rapport du théologique et du politique, c'est ça ce qui va faire l'objet de la journée du 7 mai, vous voyez qu'en soi, le discours de l'Église continue à tenir. En tout cas, il vaut la peine de l'étudier de ce point de vue-là. Et puis, il y a un autre aspect de la question, plus historique, des tensions qu'il y a, des clivages au sein de l'Église. Bon, ça, là, il y a du travail à faire. Et de fait, la levée de l'interdiction, évidemment, est liée au fait que certains mouvements ou certaines personnes dans l'Église ont eu plus d'influence à ce moment-là, où les choses ont évolué. Et voilà, ça, le débat reste ouvert. Alors, cela, c'était, si vous voulez, une introduction à la journée d'études. Il y aura un certain nombre d'invités, mais chacun d'entre vous assumera la présidence d'un certain nombre d'interventions. J'aimerais donc me tourner vers vous, Véronique, parce que lorsque on parcourt le programme, du moins pour cette partie de la journée euh, durant laquelle vous assumerez la présidence, en parcourant le programme des interventions, on s'aperçoit que la matinée, par exemple, abordera l'histoire du lien entre catholicisme et démocratie, mais aussi la figure de Maurras. Charles Maurras, Grégoire en a beaucoup parlé il y a quelques minutes, mais les raisons théologiques de la condamnation, que peut-on attendre en fait de cette matinée? Alors, comme le dit notre titre, ce sont des approches croisées, C'est ça. multidisciplinaires. Donc le matin, il y a une approche historique avec Charles Mercier, et effectivement une approche un peu large, en tout cas longue, depuis la Révolution française, qui évidemment est un point de rupture pour le catholicisme et peut-être encore en France. Ça, c'est l'approche large, historique. Puis il y a une deuxième séquence avec donc Benoît Gautier, qui est un sociologue, qui fera une approche beaucoup plus, j'allais dire, fine, à partir de la revue Études, pour voir quelles sont les influences, quelles ont été les influences marquantes, notamment dans les livres, dans la recension des livres, l'influence de Charles Maurras, y compris auprès des jésuites, ou en tout cas auprès du comité d'études de la revue des Études. Et enfin, à la fin de la matinée, il y aura une approche théologique, mais aussi un peu philosophique, sur les raisons philosophiques et théologiques. Alors là, on rentrera dans le vif du sujet. Comment justifier cette condamnation de 1926? Quels sont les fondements? Et je dirais que l'ensemble de ces séquences est extrêmement important, à la fois pour faire un constat, mais aussi peut-être pour tirer les leçons de ce qui peut paraître pour l'Église, ce qui est pour l'Église. Certaines lignes rouges. Oui. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout penser, on ne peut pas tout faire à partir des Écritures, à partir de l'Évangile, à partir de la figure du Christ. Voilà. Donc, une présentation un petit peu, diagnostique et de compréhension de cette période. Et je rappelle qu'elle est extrêmement importante pour nous parce que, à l'époque, comme le disait tout à l'heure Grégoire, l'Église n'avait pas précisé son rapport à la démocratie. Elle avait plutôt, depuis le syllabus à la fin du 19e, plutôt mis en garde contre toutes les erreurs de la modernité, que ce soit le libéralisme, toute la pensée moderne, y compris, j'allais dire, la liberté quelque part. Il y avait une méfiance à l'égard de toutes ces positions. Et puis, à partir de 1944, Pie XII, dans son message de Noël, reconnaît les bienfaits de la démocratie. Donc, c'est sur fond de cette crise et de cette remise en question du modèle démocratique que peut-être il y a des conséquences à tirer pour aujourd'hui. Et Grégoire, lui, il assumera la présidence des interventions de l'après-midi. L'après-midi s'ouvre sur des enjeux contemporains avec pas mal de références à Hannah Arendt. Il aurait peut-être mieux valu que Véronique assume la présidence de ce moment puisqu'on parle d'Arendt. Mais bon, ce sera Grégoire. Pas seulement Hannah Arendt, mais aussi Gaston Fessard.
Que peut-on attendre? Je vous pose la même question à vous, Grégoire, des résultats des interventions de l'après-midi, par exemple. Oui, l'après-midi fait la bascule. Le matin, on est à l'époque de la condamnation de l'Action française, et puis l'après-midi, on va se situer plutôt aujourd'hui, 100 ans après, pour réfléchir sur le rapport du religieux et du politique, du théologique et du politique dans le cadre de la France et du catholicisme. Et donc on aura une première intervention de Yann Raison-Leclesiou, qui est en historien, en sociologue, voilà, nous aidera à comprendre certains aspects de la manière dont le sacré, le religieux est convoqué par les politiques de droite et d'extrême droite et comment tout cela évolue, hein. Donc, pour faire le passage depuis 1926 jusqu'à aujourd'hui. Et puis après, on aura deux interventions qui vont nous apporter, par la voix de penseurs, quoi, des éléments pour mieux articuler ou mieux percevoir les défis et comment on peut y répondre aujourd'hui du religieux et du politique, puisqu'on est dans une période où on sent bien que dans les crises que nous traversons, il y a par certains aspects une convocation du religieux fréquente. Il n'y a qu'à ouvrir les journaux et voir les débats au niveau international, parfois même aussi au niveau français avec certains partis. Et donc c'est important de resituer un peu les choses et de se donner aussi des outils pour les penser. Alors Hannah Arendt sera convoquée, Gaston Fessard aussi, voilà, pour encore une fois se poser la question du rapport, de la manière dont le religieux trouve sa place dans le débat politique et la manière de le faire avec les risques qu'on connaît bien d'instrumentalisation pour nous les catholiques de notre religion, ou au contraire le risque aussi d'être tellement en retrait qu'on oublie qu'on est chrétien quand on est dans le champ politique. Donc voilà, quoi, comment se donner un peu des outils. Évidemment, on n'épuisera pas le sujet, mais je pense qu'avec les questions posées par ce qui s'est passé dans la première partie du XXe siècle, on aura aussi des outils pour penser ce qui nous arrive dans cette première partie du XXIe siècle. On n'épuisera pas le sujet, vous faites bien de le dire. Véronique, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, juste insister sur cette actualité, parce que bien sûr qu'on s'intéresse à l'événement de la condamnation et au positionnement de l'Action française, mais c'est évidemment parce que l'actualité nous convoque et nous impose de réfléchir à cette résurgence, alors on peut l'appeler théologico-politique, cette alliance quand même assez mystérieuse et instrumentalisant d'ailleurs soit le politique, soit la théologie. Mais plus récemment encore, la controverse entre Donald Trump, enfin controverse si on peut appeler ça comme ça, et le pape Léon XIV sur où J.D. Vance et Léon XIV sur la question de où commence la morale et où commence la politique. Est-ce que c'est vraiment étanche? Et je pense que le christianisme, le catholicisme ont des choses importantes à nous dire, parce que nous voyons bien que nous sommes dans une période de grande confusion, où on peut parler, et ce ne sont pas en général les théologiens qui le font malheureusement, d'apocalypse, on peut parler d'antéchrist, de tas de mots qui font extrêmement peur. Je reprends même l'expression massa damnata, la masse des damnés, en se référant à saint Augustin. Enfin, je veux dire, toutes choses qui appuient sur les peurs et qui ont des conséquences politiques, mais j'allais dire aussi des conséquences quant à la pensée chrétienne, parce que est-ce que tout ça est compatible? Alors, j'aimerais maintenant vous poser à tous les deux, hein, peut-être la question la plus difficile, simple en apparence, mais la plus difficile peut-être parce qu'il s'agit d'un petit exercice. Qu'attendez-vous en fait au fond de cette journée d'études? Bien sûr, elle est difficile parce que vous ne serez pas les seuls intervenants, il y en aura pas mal, il y aura des questions qui se poseront, mais a priori, puisque vous faites partie des organisateurs, vous êtes dans le comité d'organisation, quelle était votre intention en fait lorsque vous avez décidé, pas seul, je le sais, mais disons, puisque vous en faites partie, quand vous avez du moins décidé de rejoindre le comité d'organisation de cet événement, qu'attendiez-vous au fond de cette journée? Oui, un élément important, c'est que nous sommes aux facultés Loyola, un lieu où on réfléchit en termes de théologie, en termes de philosophie, et donc on a une contribution à apporter pour
la clarification et puis aussi pour rentrer dans une pensée plus fournie sur les grands enjeux de notre temps. Et donc, on perçoit que autour de cette question du rapport entre le théologique et le politique, la manière dont le religieux est convoqué dans le politique aujourd'hui, à 1 an d'échéance électorale importante en France, on sent que c'est des choses qui travaillent notre société et qui aussi travaillent à l'intérieur de l'Église, qui perturbent les fidèles. Donc c'est important que nous, à notre niveau, il ne s'agit pas de porter un jugement moral et d'entrer dans le débat partisan, mais d'apporter des éléments conceptuels et des éléments de réflexion, aussi bien au plan théologique qu'au plan philosophique, pour éclairer cette question et clarifier des choses qui sont relativement confuses. Et Véronique, si vous avez quelque chose à ajouter? Oui, comme l'a très bien dit Grégoire, une position claire, mais qui sera évidemment pas dogmatique, parce que je pense qu'ici, plus qu'ailleurs, nous sommes soucieux de dialogue et d'ouvrir un dialogue. Peut-être de susciter aussi, parce que cet événement, je trouve, est passé. L'événement de la condamnation de l'Action française ne suscite peut-être pas assez d'intérêt, donc susciter un dialogue, je crois que ça c'est extrêmement important. Puis j'ajouterais que Maurras est peut-être encore plus lu outre-Atlantique que chez nous, donc il n'est pas intéressant de revisiter un certain nombre d'auteurs qui ressurgissent, dont la pensée mobilise et sert parfois des intérêts politique, économique, stratégique. Et puis, je rappelle aussi que nous sommes dans un contexte géopolitique avec un retour des empires, le retour des guerres multiples. Il y a une inquiétude. Je pense que tous les citoyens de notre pays et d'Europe se posent beaucoup de questions. Et je pense que revisiter l'histoire en profondeur fait partie de nos devoirs pour y voir plus clair pour l'avenir. En tous les cas, je vous remercie à tous les deux d'avoir bien voulu venir répondre à ces questions. Nous attendons avec impatience cet événement. Catholicisme et politique, 100 ans après la condamnation de l'Action française, le 7 mai prochain, ici aux facultés Loyola Paris. Merci Grégoire, merci Véronique. Merci. Merci. Ce fut un plaisir, surtout pour mon premier podcast avec 2 invités. Quant à vous tous, chers auditeurs, chères auditrices du Loyola Café, merci encore une fois. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.